Chers collègues, chers amis, bienvenue à nouveau en live. Lors de ce IGESFC, nous avons compris avec mon ami et co-modérateur Victor Aboyance que décidément le nouveau standard de cette communication au travers donc de nos réseaux et de cette plateforme va devenir peut-être un standard. En tout cas, nous nous y sommes habitués. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vais modérer ce e-symposium sur un thème fondamental, puisque c'est un thème d'actualité et d'interface entre deux spécialités, la diabétologie et la cardiologie. Médicaments antidiabétiques, quels bénéfices en prévention cardiovasculaire? Ce symposium va être donc présenté avec Victor. Il a été sponsorisé et soutenu par Novo Nordisk, que nous remercions vraiment sincèrement. 3 exposés, Denis Engoulevent, Paul Valency et Patrice Darmon vont balayer cette question et nous espérons avoir des réponses au terme de cette réunion. On va commencer par toi, Denis, bienvenue. Alors, des preuves à la pratique, enseignement des études de sécurité cardiovasculaire. À toi, mon cher Denis. Chers amis, bonjour. Merci au comité scientifique de m'avoir invité et merci à Novo Nordisk de nous permettre de nous réunir pour échanger sur les nouveaux antidiabétiques et la prévention cardiovasculaire. Je vais vous parler en fait des principaux enseignements des études de sécurité cardiovasculaire. Vous avez ici mes liens d'intérêt. Alors la première question, c'est pourquoi faisons-nous des études de sécurité cardiovasculaire avec les médicaments hypoglycémiants? Ce n'est pas tout à fait des études que nous avons l'habitude de faire dans les autres domaines de la cardiologie. Je pense par exemple aux hypolipémiants. Ce qui a été montré depuis des années, c'est qu'un contrôle glycémique optimal s'associe à une réduction du risque de complications microvasculaires chez les patients diabétiques. Et ça, c'est indiscutable. Mais par contre, le contrôle glycémique n'a pas réussi à faire baisser le risque macrovasculaire et la mortalité totale. Et vous avez sur diapositive, la partie droite de la diapositive, les grandes études qui montrent bien la baisse des événements microvasculaires, mais finalement pas grand-chose sur les événements macrovasculaires et la mortalité. Et parmi les hypothèses, l'une d'entre elles serait que diminuer la glycémie en soi ne réduit pas les maladies cardiovasculaires et que c'est peut-être la façon dont on la fait baisser qui pourrait être importante et non pas simplement de la faire baisser, avec toute l'hypothèse sur les interventions pharmacologiques. Et puis, pour finalement enfoncer le clou, certaines stratégies, elles, ont même augmenté les événements cardiovasculaires. On pense à la rosiglitazone. Il y avait donc un vrai warning. Et donc, suite à ça, les autorités de régulation des médicaments ont imposé, pour les nouveaux traitements du diabète, la mise en place d'essais d'abord de sécurité pour démontrer que leurs médicaments n'étaient pas délétères sur le plan cardiovasculaire. Et j'ai pris ici l'exemple de l'étude d'Icler-Timi 58 qui a testé donc la dapagliflozine versus placebo chez des patients qui avaient un diabète de type 2 avec un haut risque cardiovasculaire, soit parce qu'ils avaient une maladie, soit parce qu'ils avaient des facteurs de risque importants. Le premier endpoint de cette étude, c'était pas de montrer un bénéfice, c'est de montrer l'absence de surrisque de complications cardiovasculaires. Donc, c'est donc une non-infériorité par rapport au placebo. C'est un concept qui est un peu surprenant au départ pour un cardiologue. Et puis, finalement, si cette non-infériorité était démontrée, alors on testait ensuite la supériorité sur ces mêmes événements. Et c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on a ce type d'études dans le diabète avec les nouveaux hypoglycémiants et on va explorer un peu les résultats de ces études ensemble. Alors, je ne vais pas détailler cette diapositive, elle est bien sûr beaucoup trop longue, mais ce qu'elle montre, c'est depuis finalement 2010, la somme très importante d'études d'événements cardiovasculaires dans le diabète, qui sont toutes des études de safety avec éventuellement une partie derrière efficacy qui était rajoutée en sus. La première classe thérapeutique que je souhaite détailler, par contre, ce sont les analogues du récepteur au GLP-1 qui agissent essentiellement au niveau digestif, qui vont finalement, c'est un peu comme les inhibiteurs du DPP4, mais en beaucoup, beaucoup plus puissant, et donc vont stimuler finalement le système de régulation de la glycémie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces agonistes du récepteur du GLP-1, ils ont non seulement montré
leur absence d'effet néfaste sur le système cardiovasculaire, mais ils ont montré en plus une réduction des événements cardiovasculaires, des événements ischémiques et de la mortalité cardiovasculaire chez les patients. Ça, vous avez ici la méta-analyse du Lancet Diabète Endocrinologie de 2019. Donc là, un signal qui est très positif sur les événements cardiovasculaires. La deuxième classe d'antidiabétiques qui fait l'actualité maintenant depuis quelques années, ce sont les inhibiteurs du SGLT2. Donc ces molécules, comme vous le savez, agissent au niveau rénal. Ce sont des glycosuriques. Ils font pisser le sucre en excès. Ils ont probablement d'autres actions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sera le topo d'autres collègues. Mais ces molécules, elles ont montré une réduction des événements cardiovasculaires chez les patients qui avaient une maladie cardiovasculaire établie, d'une part, mais elles ont surtout montré, et c'est très important, une réduction des hospitalisations et des événements liés à l'insuffisance cardiaque, à tel point que, comme vous le savez, ce constat a généré derrière de nouvelles hypothèses, notamment de tester ces molécules chez des patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque et pas de diabète. Et évidemment, pas d'effet délétère sur le système cardiovasculaire, là encore. Donc, quand on prend un peu la somme des données récentes sur les nouveaux antidiabétiques, sur les critères MES, c'est-à-dire les événements cardiovasculaires, les inhibiteurs de la DPP4 qui sont un peu plus anciens ont toujours eu un effet neutre, finalement, comme les anciens traitements du diabète. Par contre, les agonistes du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2, ils ont des effets bénéfiques dans la majorité des cas sur les événements cardiovasculaires, donc décès cardiovasculaire, infarctus, AVC. Et quant à l'effet sur l'insuffisance cardiaque et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, là, très clairement, les inhibiteurs du SGLT2 montrent un bénéfice très important avec, on l'a vu derrière, on en a parlé déjà aujourd'hui, leur efficacité, y compris chez les non-diabétiques. Au-delà même des effets macrovasculaires que je viens de détailler, on sait évidemment, on reste intéressé par les effets microvasculaires, notamment sur le rein, puisque pour nous cardiologues, lorsqu'il y a notamment de l'insuffisance cardiaque et qu'il y a en plus une maladie rénale, on est très très vite limité sur le plan des marges de manœuvre thérapeutiques. Or, toutes ces études, avec les inhibiteurs du SGLT2 comme les agonistes du récepteur au GLP1, ont montré une néphroprotection très importante, à tel point qu'aujourd'hui, ces molécules peuvent être utilisées, y compris chez des patients qui ont des fonctions rénales parfois assez altérées. Donc, on est aussi rassuré sur l'effet microvasculaire et l'effet de la néphroprotection de ces nouveaux antidiabétiques. Pas d'effet délétère, voire même un effet protecteur. Alors, je devais quand même vous parler de la sécurité, puisque finalement, un des gros warnings qu'on avait eu avec les anciens traitements du diabète et l'intensification du traitement, eh bien, c'était les hypoglycémies. Il n'y a pas d'hypoglycémie décrite avec les agonistes du récepteur au GLP1 ou avec les inhibiteurs du SGLT2. Donc, pour le cardiologue qui voudrait prescrire ces traitements, pas de risque d'induire une hypoglycémie, alors que, vous le savez, avec les sulfamides d'hypoglycémie, et bien évidemment avec l'insuline, c'est un risque important et qui met en jeu le pronostic vital du patient. Pareil, sur le côté microvasculaire, il y avait eu un doute à un moment, pas d'aggravation de la rétinopathie. Et quant au pancréas, qui est souvent aussi un point d'interrogation, compte tenu de son importance dans le métabolisme glucidique, pas d'effet délétère des agonistes du GLP1, pas plus de pancréatite, pas plus de cancer du pancréas qu'avec le placebo. Pour les inhibiteurs du SGLT2, là encore, des données de sécurité très rassurantes, avec tout de même un warning pour la canagliflozine qui s'est accompagnée dans les études pivot de plus d'amputations et de plus de fractures. Ça n'a pas été retrouvé avec les deux autres glyphlosines, que ce soit l'empagliflozine ou la dapagliflozine, mais bon, avec la canagliflozine, il y a clairement eu quelque chose. Un autre warning qui cette fois-ci concerne tous les inhibiteurs du SGLT2, c'est l'augmentation, certes très modeste, mais tout de même significative, des acidocétoses diabétiques. Il s'agit donc d'être, prudent, en tout cas d'être vigilant lorsque ces traitements sont prescrits aux diabétiques. Ça n'a pas été décrit chez les non-diabétiques.
Donc finalement, que retenir de ces grands essais de sécurité cardiovasculaire avec les nouveaux traitements du diabète? Eh bien qu'il y a une réduction du risque de complications macrovasculaires et de la mortalité totale. Et ça, je dirais que c'est quand même un événement très important dans la pharmacologie et dans le traitement du diabète depuis 30 ans, puisque finalement, depuis UKPDS et un petit signal d'un sous-groupe de UKPDS avec la metformine, on n'avait jamais réussi à faire la même chose, ou alors il fallait attendre très 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 longtemps que le traitement du diabète puisse avoir un petit effet au long cours. Donc là, c'est quand même véritablement, les lignes ont bougé. Qu'il y a une prévention également des événements rénaux, et pour nous cardiologues, c'est jamais quelque chose de négligeable compte tenu des complications qu'on rencontre à prendre en charge nos patients quand ils ont une insuffisance rénale. Et cerise sur le gâteau, la réduction de l'insuffisance cardiaque et de ses complications graves avec l'inhibiteur du SGLT2. On a parlé de la sérendipité. C'est un effet qui n'était pas forcément attendu à ce niveau-là et qui aujourd'hui génère pour nous beaucoup d'espoir. Et concernant la sécurité, pas de signal de sécurité majeur en dehors des amputations et des fractures avec la canagliflozine et puis des risques d'acidocétose diabétique rares, mais qu'il faut quand même surveiller avec les inhibiteurs du SGLT2. Alors à tel point que la FDA, qui fait un peu le pluie et le beau temps sur les essais cliniques dans ce domaine, a fini par cracher le morceau très récemment à la rentrée 2020 en disant il n'est plus nécessaire de faire des études purement de sécurité cardiovasculaire avec les futurs antidiabétiques qui seront développés. Je dirais qu'ils viennent de lever la fatwa que la rosiglitazone avait initiée il y a une quinzaine d'années en disant « Ok, maintenant c'est bon. Ce qu'on vous demande quand vous faites des essais, c'est de prendre des populations de patients assez larges avec une exposition suffisante pour à la fois tester l'efficacité et la sécurité. C'est probablement d'ailleurs quelque chose d'assez vertueux qu'il faudra répéter pour la plupart des molécules en général. Je vous remercie pour votre attention. Merci Denis, merci aussi pour ce vocabulaire riche. Donc on va essayer de rester conforme et on ne va pas lancer de fatwa contre personne. Alors j'avais une question rapide qui bien sûr traverse notre esprit. Est-ce que dans les différentes études que tu as citées, quelle que soit la classe de médicaments hypoglycémiantes que tu as citées, est-ce que le bénéfice en termes à la fois, non pas de sécurité, mais en tout cas en ce qui concerne le bénéfice sur le risque d'événements cardiovasculaires, est le même selon que l'on considère les sous-groupes qui ont présenté une hypoglycémie, comme tu l'as montré, comme éventuellement un effet indésirable, et encore, et le risque d'événement. Ou si tu préfères, est-ce que les patients qui ont présenté une hypoglycémie ont quand même eu un bénéfice sur le risque d'événements cardiovasculaires? Alors là, tu me poses la question par rapport aux nouvelles classes ou aux anciennes classes? Nouvelles classes. Sur les nouvelles classes, on n'a pas eu vraiment d'hypoglycémie. Mais j'ai vu qu'il y avait une tendance quand même. Non, il y a eu des acidocétoses avec les inhibiteurs du SGLT2. Mais c'est mineur, c'est négligeable. Le problème, c'est que si tu as 10 acidocétoses dans un groupe et 2 dans l'autre, tu as un effet, ça va sortir sur le plan statistique, même si c'est mineur. Mais sur les hypoglycémies, avec ces deux classes-là, on n'a pas de problème d'hypoglycémie. Je n'ai pas vu ensuite d'analyse de sensibilité qui prendrait ces groupes-là, les groupes des patients qui ont éventuellement des effets indésirables. Mais en pratique, c'est vraiment le message que je voulais faire passer, parce que bon, les cardiologues sont toujours un petit peu hésitants à utiliser des médicaments qui interagissent avec le métabolisme glucidique, et ils ont raison. C'est pas notre spécialité. Nos amis diabétologues, ils vont s'exprimer, font ça beaucoup mieux que nous. Mais lorsqu'on veut faire de la prévention cardiovasculaire, on peut utiliser ces molécules, et c'est vrai qu'on n'est pas gêné par des risques d'hypoglycémie majeure, parce qu'il y en a pas eu dans les études. Encore une fois, avec les inhibiteurs du SGLT2, il y a eu quelques acidocétoses diabétiques, mais là, c'est plutôt des hyperglycémies. Enfin, c'est comme un diabétique pas soigné, quoi. Là, c'est peut-être parce qu'il y a un défaut d'efficacité sur la glycémie en phase aiguë. Mais les hypoglycémies, dans l'ensemble, il n'y en a pas eu. Il y a eu d'autres effets indésirables, on l'a vu, mais c'était plutôt quand même des études très rassurantes. Merci. Denis, une question de Victor. Merci beaucoup pour ta présentation, très claire. Tu imagines de quoi on va parler. Je vais te reposer la question sur l'amputation, parce qu'il y avait ce signal inquiétant dans l'étude Canvas qui manifestement ne s'est pas représenté à nouveau avec la même molécule dans d'autres essais. Est-ce que malgré tout, parce que quand même dans les patients cardio, il y en a quand même beaucoup qui peuvent avoir une artériopathie connue ou méconnue,
Est-ce que quand tu as revu toute la littérature pour cette présentation, est-ce que tu as maintenant une idée de ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, moi j'aimerais me poser la question, est-ce qu'il faut faire des dépistages maintenant, artériopathie, avant de prescrire un tel médicament? Toi, comment vous voyez les choses dans ta pratique au quotidien? Alors, c'est vrai qu'avec la canagliflozine, il y a eu quand même ce signal de sécurité important et préoccupant, puisque, comme tu l'as indiqué, nos patients diabétiques sont souvent artériopathes. Il est quand même un petit peu embêtant de les aggraver avec un médicament. Alors, premier constat, ça n'a pas été observé avec les 2 autres molécules, donc c'est quand même assez rassurant. Ensuite, comme ce sont des glycosuriques, ce sont des médicaments qui ont un rôle diurétique, on peut penser qu'éventuellement, sur des patients avec une artériopathie sévère, une certaine hémoconcentration liée à une diurétisation pourrait avoir un effet indésirable. C'est une hypothèse. Ça n'a pas non plus été observé d'ailleurs avec la 4e glyphosine, qui est la sotagliflozine, mais qui a une action un peu différente, qui a été publiée récemment au dernier congrès américain. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on a toujours intérêt à dépister l'artériopathie périphérique chez nos diabétiques, parce que ça enrichit finalement l'estimation du risque et qu'il faut la prévenir. Mais pour autant, aujourd'hui, je n'aurais pas derrière pensé à prescrire le traitement sur une artériopathie, sauf si elle était très sévère. Si une artériopathie stade 4, alors là, probablement que je serais très, très prudent, mais de même que je serais prudent à mettre des diurétiques et que ce sont des patients pour lesquels il faudra envisager peut-être un traitement différent. Et là, évidemment, prendre l'avis de nos amis diabétologues avant de se lancer là-dedans. Ce sont des patients très graves et le cardiologue ne peut pas les prendre en charge seul, c'est une évidence. Merci beaucoup, Denis. Et on va passer maintenant à la deuxième présentation par Paul Valency, diabétologue. Des preuves à la pratique et l'évolution des recommandations. Tu vas nous faire un petit peu voyager à travers les recommandations, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier la Société française de cardiologie de m'avoir invité à cette session et merci au laboratoire Novo Nordisk pour le soutien. Bonjour à Ariel, bonjour Victor. Et donc je commence sur ce topo concernant l'évolution des recommandations dans la prise en charge des traitements antidiabétiques dans le diabète de type 2. Voici comme il se doit la diapo consacrée. Alors, nous allons partir de la décennie qui vient de s'écouler, il y a quelques jours. Eh bien, l'HAS en 2013 avait positionné les traitements classiques encore en très bonne place, à savoir metformine et puis, en cas de bithérapie, avant tout metformine plus sulfamide hypoglycémiant, tandis que les traitements plus modernes, comme inhibiteurs de DPP4 et analogues de GLP1 qui faisaient leur apparition, en fait, étaient relégués après considération d'intolérance ou de contre-indication au sulfamide. Et en fait, on les comprenait assez bien à ce stade, les auteurs de l'HAS, au sens où on ne disposait pas alors des grandes études de sécurité cardiovasculaire que vous a rappelé il y a un instant Denis Angolfand. Alors, les choses ont beaucoup évolué effectivement, et la SFD en 2019 a publié donc sa recommandation dans la situation commune du diabète de type 2 sans complications particulières, la metformine toujours en première ligne, et la bithérapie va pouvoir être choisie entre différentes classes, parmi lesquelles font clairement leur apparition les analogues des récepteurs du GLP1 en bonne place et les inhibiteurs du SGLT2 également en bonne place, avec un avantage reconnu de ces 2 classes, notamment vis-à-vis de la réduction du poids, vis-à-vis d'un faible risque ou d'une absence de risque d'hypoglycémie, et puis bien sûr la sécurité cardiovasculaire. Alors maintenant, il y a une situation particulière, non rare, qui est le patient diabétique de type 2 avec une maladie cardiovasculaire avérée, qu'elle soit cliniquement patente, parlante ou asymptomatique. Eh bien, metformine toujours en première ligne, et en cas d'échec, ça veut dire si l'hémoglobine glyquée reste élevée, alors considérer ces nouvelles classes thérapeutiques en bonne place, analogue du agoniste du récepteur du GLP1 ou inhibiteur du SGLT2. En cas de maladie rénale chronique, toujours si on échoue sur l'hémoglobine glyquée, place de ces nouveaux traitements, mais alors un focus particulier ici sur les inhibiteurs du SGLT2 qui préviennent effectivement la dégradation de la maladie rénale chronique. Au stade de l'insuffisance cardiaque ou en prévention de complications liées à l'insuffisance cardiaque,
on reconnaît ici une place très intéressante après la metformine pour les inhibiteurs du SGLT2. Et metformine plus agoniste du récepteur du GLP1 peut également être considéré. Alors pour toutes ces nouvelles classes, bien sûr, on insiste, que ce soit vis-à-vis de complications de l'athérosclérose ou liées à l'insuffisance cardiaque, sur l'importance de se référer aux grandes études de sécurité cardiovasculaire qui ont démontré le bénéfice avec les molécules comme indiqué ici. Donc ici, c'est un résumé de ce qu'a dit Denis Engoulevent, à savoir les résultats de ces grandes études qui, globalement, ont apporté la preuve d'un profil de sécurité cardiovasculaire avec ces deux nouvelles classes thérapeutiques et même montré les effets bénéfiques de cette classe sur les événements cardiovasculaires, le MACE et la mortalité cardiovasculaire avec les analogues du GLP1, en particulier chez les patients avec maladie athérosclérotique, et puis un bénéfice très important vis-à-vis des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la dégradation rénale avec les inhibiteurs du SGLT2. Et tout ça lorsque ces traitements sont ajoutés par-dessus le standard of care. Bon, ici, on mentionne quand même quelques éléments concernant la sécurité ou la tolérance globale qui peuvent poser des problèmes dans quelques cas. Faible risque d'hypoglycémie. Et puis, on en arrive au consensus ADA-EASD 2018, avec ici un accent fort donné dans la situation de maladie athérosclérotique ou de maladie rénale établie. J'agrandis la diapo pour dire effectivement, dans ces cas, bien penser à positionner l'analogue de GLP1 après la metformine, mais bien le positionner lorsque on a une maladie athérosclérotique établie ou prédominante, ou bien un inhibiteur du SGLT2. Tandis que inhibiteur du SGLT2 ou analogue du GLP1, surtout dans l'insuffisance cardiaque ou la maladie rénale chronique. Et puis, dans l'actualisation 2019 de ce consensus, on note qu'il est mentionné que ces classes vont avoir une place indépendamment de l'hémoglobine glyquée. Et donc, c'est un nouveau paradigme. Alors maintenant, concernant les recommandations ES et EASD 2019, auxquelles j'ai eu l'honneur de participer, on insiste ici en premier lieu sur la stratification du risque avec 3 classes, le risque modéré, élevé, très élevé. Et c'est seulement dans le risque très élevé qu'on va aller plus loin dans la réalisation d'explorations cardiovasculaires complémentaires, où on va définir des objectifs plus stringents, plus exigeants, et où on va considérer en particulier le rôle de ces nouveaux traitements antidiabétiques. Alors, plus spécifiquement, chez les patients sous metformine qui ont la maladie athérosclérotique ou le haut ou le très haut risque avec atteinte d'organes cibles en particulier ou plusieurs facteurs de risque, eh bien, du côté gauche, on voit l'intérêt de ces nouvelles classes, inhibiteurs du SGLT2, analogue du GLP1. Et on insiste sur le fait que cette possibilité, cette recommandation thérapeutique est là, indépendante du taux d'hémoglobine glyquée. Maintenant, chez les patients naïfs de tout traitement, découverte d'un diabète de type 2 ou redécouverte d'un diabète de type 2, ce patient a une maladie athérosclérotique, ou bien, encore une fois, il est dans le très haut ou le haut risque, on reconnaît encore la valeur de ces traitements, inhibiteurs du SGLT2 ou analogue du GLP1, mais maintenant en première ligne thérapeutique. Donc, quelque part, on déplace la metformine de sa place royale, on va dire, la dame très respectable, mais on ne l'oublie pas parce que secondairement, la metformine sera nécessaire. Alors, je ne vous cache pas que ceci a provoqué quelques réactions conservatives, je dirais, de la part de mes amis, collègues diabétologues. On aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis la dernière recommandation, ou le position paper plus exactement, SFD-SFC, que nous avons réalisé et qui est sous presse, que vous lirez tranquillement, où on conserve la démarche de classifier le risque très élevé, par exemple quand il existe une maladie cardiovasculaire existante, oui, quand il existe une macroprotéinurie, une insuffisance rénale sévère, ou bien des sténoses athéromateuses même asymptomatiques. On est dans le très haut risque et alors du côté droit, on voit qu'on va aller vers des étapes plus exigeantes. Ou bien on n'est pas dans le très haut risque, on peut être dans le haut risque, et ce haut risque va être défini sur la base de 2 items parmi ceux qui sont indiqués ici, à savoir un diabète ancien, à savoir des facteurs de risque multiples non contrôlés, ou bien une microalbuminurie, ou bien une insuffisance rénale modérée notamment. Quand on est dans le haut risque, en particulier, alors
une meilleure définition de ce risque, une meilleure estimation de ce risque peut être faite grâce au score de calcification coronaire, s'appuyant sur le scanner cardiaque sans injection, comme vous le savez. Et on va à ce moment-là mieux classifier. Certains patients vont passer dans le risque modéré, d'autres resteront dans le risque élevé, d'autres passeront dans le risque très élevé. Et qu'est-ce qu'on fait de ça après? Eh bien, en termes thérapeutiques, lorsqu'on est dans le rose ou le rose foncé, le très haut risque ou le très haut risque avec maladie coronaire suspectée en particulier, bien, on reconnaît la place intéressante de ces nouveaux traitements, analogues du GLP-1, inhibiteurs du SGLT2. Donc, ces positions récentes sont tout à fait cohérentes, consistantes, mais insistons encore une fois sur l'importance de l'évaluation du risque. Alors, comme étape première. Donc, c'est ça que nous avons ici essayé de résumer en insistant sur l'importance de la collaboration, encore une fois, diabétologue-cardiologue, et pour une approche centrée sur le patient. On définit au mieux le risque cardiovasculaire, mais on définit aussi le risque d'insuffisance cardiaque ou le risque de complications liées à l'insuffisance cardiaque pour mieux définir des objectifs thérapeutiques individualisés, des traitements personnalisés, pour mieux positionner ces nouveaux traitements, hypoglycémiants, anti-hyperglycémiants, dans la prévention cardiovasculaire. Et le cardiologue a son mot à dire, peut suggérer de débuter ces traitements. Simplement, je l'invite à un petit peu de précaution dans quelques cas, notamment chez les patients âgés, fragiles, qui ont des traitements multiples, qui ont des comorbidités. Voilà, plus que jamais, je dirais, les cardiologues, diabétologues et nouvellement aussi les néphrologues doivent se parler encore plus et doivent parler le même langage. Peut-être que de nouvelles formations en cardio-diabétologie, en tout cas, permettraient de faciliter ce fonctionnement de plus en plus dédié, donc de façon individuelle, vers la prise en charge du patient, à la fois en termes d'exploration et en termes de stratégie thérapeutique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Paul, pour cet exposé. Si on veut réfléchir un petit peu à ce qui a été présenté par les recommandations de l'ESC par rapport aux indications telles que nous l'avons en pratique en France, donc l'ESC donnait la possibilité éventuellement de prescrire ces nouvelles classes thérapeutiques chez des patients à haut risque cardiovasculaire, mais n'ayant pas de metformine. C'est-à-dire qu'on pourrait d'emblée proposer de commencer ces traitements-là parce que ce sont ceux qui auraient montré le plus d'efficacité. Inversement, les indications aujourd'hui en France, c'est on top of metformine, comme on dit, et les recommandations françaises également insistent sur l'importance de la metformine. Tu peux nous éclairer un petit peu sur tout cela ? Oui, c'est un très bon point et un point un peu sensible pour lequel je vais éventuellement faire figure de diabétologue atypique. Je vais dire les diabétologues français et d'ailleurs européens ont été assez résistants quant à cette position ESC-ESD sur le rôle de la metformine. Il n'est pas question de déplacer la metformine lorsqu'elle y est, mais lorsqu'un patient n'y est pas, je crois vraiment que c'est intéressant de se poser la question, je commence par quoi? Et donc, chez un patient, par exemple, qui a fait un syndrome coronaire aigu, qui a une maladie coronaire stable, mais pas encore de diabète connu jusque-là, on découvre le diabète et le cardiologue peut être en première ligne pour être attentif à ces valeurs glycémiques. Et là, il se pose une question. Tiens, il n'y a pas encore la metformine. Je pense qu'aujourd'hui, on a des preuves plus fortes en faveur d'un analogue du GLP-1 dans cette situation-là, avant la metformine. Et en plus, on le donne quel que soit le taux d'hémoglobine glyquée pour la prévention de nouveaux événements ischémiques. La metformine, elle va arriver secondairement. Bon. Donc, pour l'instant, la position française ne dit pas cela. Je n'ai pas légitimité pour modifier ces pratiques en France, mais je pense que un jour prochain, cela sera rediscuté. Donc pour la être question clair, du haut risque, oui. Pardon, excuse-moi. Non, pour être clair, en pratique, Oui. pour ceux qui nous écoutent, donc aujourd'hui, on découvre un diabète après un infarctus. On va quand même devoir commencer par la metformine pour le remboursement, ne serait-ce que secondairement d'un GLP-1. Oui, bon, pour être classique, oui. Ou alors une alternative, surtout si l'hémoglobine glyquée est un peu haute, c'est de éventuellement commencer les deux en même temps, metformine et un analogue du GLP-1.
Merci Paul. Je voulais te dire que dans le chat, il y a énormément de questions, donc je ne vais pas te reposer la question, mais je voudrais que tu te prépares à l'avenir. Beaucoup de cardiologues se demandent, est-ce que vous ne raisonnez pas par analogie avec nous cardiologues dans l'insuffisance cardiaque où on garde en première intention IEC ARA2 alors qu'on sait qu'il y a un médicament qui est plus efficace qui s'appelle sacubitril/valsartan et on te demande, donc je ne te pose pas la question, je te rassure, hein, c'est est-ce que vous allez continuer donc à mettre en première intention un médicament comme nous, on essaie de ne plus mettre en première intention ce qui va être modifié dans les recommandations. Donc ça, c'était pour te faire sourire, mon cher Paul. Et l'autre question, il y en a plein dans le chat, tu verras. Alors, on me pose la question suivante. Pour la néphroprotection des diabétiques, Paul, est-ce qu'on peut considérer qu'avec toutes les données dont on dispose, l'association antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, inhibiteurs SGLT2 et ARA2, est-ce que ce n'est pas le gold standard maintenant que l'on devrait prescrire pour néphroprotéger nos patients ? Alors, je pense que c'est un peu audacieux. Il faut quand même rappeler que, oui, dans ces études, qui ont été réalisées, on est on top of standard of care. Ça veut dire que les patients étaient déjà sous antagonistes du système renin-angiotensin. Il faudrait refaire ces études en positionnant taux SGLT2 inhibiteur avant bloqueur du système renin-angiotensin. Bon. Et puis, il y a la question aussi du prix qui est à prendre en considération. Néanmoins, soyons attentifs, un patient est sous bloqueur du système renin-angiotensin, il conserve une albuminurie ou il a une albuminurie qui progresse, il y a une clairance, un DFG qui diminue un petit peu, allons-y. Il est vraiment temps d'ajouter donc ce traitement par-dessus les bloqueurs du système renin-angiotensin. Mais la question est très bonne. Merci. Tu verras, Paul, quand tu regarderas le chat, c'est assez impressionnant et comme je le disais en préambule, ça fait vraiment réfléchir. Merci, Paul. Reste parmi nous. Donc, troisième communication, Patrice Darmon, hôpital de la Conception Marseille, que tout le monde connaît, bien sûr, maintenant dans le monde de la cardiologie aussi. Donc, Patrice, tu vas nous parler de la prévalence de la maladie cardiovasculaire dans le diabète de type 2 et l'utilisation des antidiabétiques. Merci beaucoup, Patrice. Bien, bonjour à tous, je suis Patrice Darmon, je suis diabétologue au CHU de Marseille et je remercie les organisateurs et les laboratoires Novo Nordisk de m'avoir invité à parler aujourd'hui de la prévalence de la maladie cardiovasculaire dans le diabète de type 2 et l'utilisation des antidiabétiques en vraie vie, et évidemment notamment des antidiabétiques de nouvelle génération, ceux qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. Alors rapidement, voilà mes liens d'intérêt. Alors, quand on regarde la littérature sur la prévalence de la maladie cardiovasculaire dans le diabète de type 2, on a évidemment des études qui sont assez nombreuses, mais qui sont très hétérogènes, à vrai dire, à la fois dans la méthodologie, dans les populations étudiées. On a beaucoup d'études qui viennent d'Europe, notamment d'Europe du Nord, de Scandinavie. On a aussi pas mal d'études qui viennent des États-Unis, mais on a un grand nombre de pays, vous voyez, ils sont grisés ici sur la planisphère où on n'a pas de données. Alors, quand on regarde cette revue systématique qui a été publiée en 2018, qui est vraiment très intéressante, porte sur des études qui ont été réalisées dans la période 2007-2017, une soixantaine d'études, principalement des études qui proviennent d'Europe, à peu près la moitié des études proviennent d'Europe, et constituent le gros des troupes, on va dire, plus de 4 millions de sujets, 4 millions 3 sujets sur les 4 millions 5 de cette étude-là. Eh bien, on a au final une prévalence de la maladie cardiovasculaire de façon globale qui est de l'ordre de 32,2%, donc un petit tiers des patients diabétiques de type 2 dans toutes ces études sont atteints d'une pathologie cardiovasculaire. Alors évidemment, il y a une grande hétérogénéité selon les études, selon l'origine géographique des travaux, mais on est globalement dans cette notion d'un tiers de patients avec une maladie cardiovasculaire avérée, et c'est un petit peu ce qu'on avait dans les études antérieures. Alors, de façon un peu plus fine, on a eu ces dernières années, par exemple, un registre écossais qui porte sur près de 250 000 patients diabétiques de type 2. Là encore, on va retrouver à peu près 32% de patients avec une maladie cardiovasculaire avérée. Mais c'est intéressant de regarder les traitements antidiabétiques de ces patients-là, et notamment les agonistes GLP-1 et les inhibiteurs SGLT2, pour s'apercevoir d'une chose assez étonnante, c'est un recours très faible à ces produits-là, comme vous le voyez dans cet encadré-là en rouge, et qui en plus ne diffèrent pas entre les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée ou qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire avérée. Donc on est encore très très loin des guidelines et des recommandations actuelles dans cette étude écossaise. On a la même chose dans une étude américaine, une grande base nationale, vous voyez, de 2015. Là, on a plus d'1 200 000 patients diabétiques de type 2.
On a une prévalence de la maladie cardiovasculaire ici athéromateuse de plus de 45%, donc vous voyez des chiffres encore plus spectaculaires. Mais là encore, quand on regarde le recours aux agonistes GLP-1 ou aux inhibiteurs de GLT2, alors c'est un peu plus élevé que dans l'étude écossaise, on est aux alentours de 8-9% pour les GLP-1 et 9 à 11% pour les inhibiteurs de GLT2, mais là encore, sans grande différence. Il y a même un petit peu moins de patients traités avec ces molécules-là dans le groupe avec pathologie cardiovasculaire avérée, ce qui est assez surprenant. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats d'une étude qui s'appelle l'étude Capture, dont les résultats préliminaires ont été présentés lors du dernier congrès européen de diabétologie au mois de septembre. Cette étude Capture est une étude transversale, observationnelle, qui vise à évaluer la prévalence actuelle de la maladie cardiovasculaire chez des patients diabétiques de type 2, dans 13 pays sur 5 continents et avec une méthodologie standardisée, ce qui est intéressant parce que ça va permettre des comparaisons entre les pays. Cette étude est une étude qui s'est faite à la fois chez les médecins généralistes et chez les médecins spécialistes sur des patients vus de façon consécutive à qui on proposait de rentrer dans cette étude. C'est juste un instantané. On recensait les caractéristiques démographiques, cliniques et parfois biologiques aussi de ces patients-là. Donc vous avez la liste ici des pays dont la France, dans ces 13 pays, la France a participé. J'étais l'investigateur français principal de cette étude-là. Donc voilà l'objectif primaire, hein, comme je vous l'ai dit, estimer la prévalence de la maladie cardiovasculaire aujourd'hui, en 2019, lors de visites de routine de patients adultes diabétiques de type 2 venant consulter leur médecin généraliste ou leur médecin spécialiste. Et donc, on va regarder les résultats tout de suite de cette étude Capture. Simplement pour vous dire, pour savoir de quoi on parle, les définitions qui étaient utilisées. Donc, les maladies cardiovasculaires étaient recensées, donc soit athéromateuses, soit non athéromateuses. Dans la maladie cardiovasculaire athéromateuse, les maladies cérébrovasculaires, donc les AVC principalement, les infarctus et différentes pathologies coronariennes que vous voyez ici, les maladies de l'artère carotide, et puis l'artériopathie des membres inférieurs, avec un certain nombre d'items qui pouvaient être cochés par les investigateurs. Et puis plus largement, on parlait de maladies cardiovasculaires bien plus largement en associant aussi l'insuffisance cardiaque, symptomatique, asymptomatique ou ayant nécessité une hospitalisation, les troubles du rythme et de la conduction, et puis les maladies aortiques. Donc voilà les définitions qui étaient utilisées. Donc on séparait bien ce qui était maladie cardiovasculaire athéromateuse ou non. Alors, au total, on a eu près de 10 000 patients inclus dans cette étude sur les 13 pays. Donc, vous voyez à peu près la moitié venant des patients de médecins généralistes, de clientèle de patients de médecins généralistes, la moitié un peu plus importante de spécialistes. Et vous avez le résultat principal de l'étude, c'est que la prévalence globale, pondérée en fonction de la taille des populations diabétiques de type 2 dans chacun des pays, mais cette prévalence globale était de 34,8%. Et quand on regardait la prévalence de la maladie athéromateuse, on est à 31,8%. Donc une très grande majorité de ces maladies cardiovasculaires sont des pathologies athéromateuses. Quand on regarde en détail en fonction des sous-types de pathologies, on voyait que principalement c'est la maladie coronaire qui arrive en première position, suivie des pathologies, on va dire, cérébrovasculaires et carotidiennes. L'insuffisance cardiaque n'est qu'à 2,4% dans cette étude-là. Alors, la diapositive suivante vous montre les caractéristiques des patients en fonction de la présence ou non d'une pathologie cardiovasculaire avérée. Donc, évidemment, il y a des différences. Les patients qui présentent une maladie cardiovasculaire avérée, donc en bleu ciel ici, sont plus souvent des hommes, sont un peu plus âgés, ont un diabète de type 2 qui évolue depuis un peu plus longtemps. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'hémoglobine glyquée, pas de différence en ce qui concerne l'IMC, pas de différence en ce qui concerne la pression artérielle. Il y a un peu plus de sujets hypertendus, en tout cas, ils sont traités. Et de la même façon, il y a sans doute un peu plus de dyslipidémie, mais ils sont traités, ils ont même des taux de LDL cholestérol qui sont un petit peu plus bas que les patients qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire avérée.
Alors, l'autre aspect intéressant de l'étude Capture, c'était ce qui concerne le recours aux antidiabétiques oraux qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. Donc, je répète, les agonistes des récepteurs du GLP-1, les inhibiteurs de SGLT2. Et là encore, un peu dans la lignée de ce que je vous ai montré avec l'étude écossaise et l'étude américaine, on a été surpris de constater que globalement, le recours à ces drogues est assez faible. Vous voyez que l'une ou l'autre, c'est les histogrammes en bleu foncé, c'est à peu près 22%. 22% de patients prennent soit un inhibiteur de SGLT2, soit un GLP-1 agoniste, soit les deux. Et vous voyez, principalement, c'est majoritairement plutôt des inhibiteurs de SGLT2 en bleu ciel, 15%, 8,6% des agonistes GLP-1. Alors, il faut savoir qu'évidemment, par exemple, en 2019, les inhibiteurs de SGLT2 n'étaient pas disponibles en France. Donc, il y a quelques subtilités comme ça, évidemment, qui expliquent qu'il faut avoir en tête quand on interprète les résultats. On aura bientôt les chiffres pays par pays. Là, ce sont les chiffres globaux. Et vous voyez, alors, deuxième point, donc le recours est quand même relativement faible dans cette population. Mais surtout, quand on regarde, ce sont les histogrammes suivants à droite de la diapositive, en fonction de la présence ou non d'une maladie cardiovasculaire, on ne voit pas de différence. Que les patients aient ou n'aient pas de pathologie cardiovasculaire, que cette pathologie cardiovasculaire soit athéromateuse en particulier, il n'y a pas de différence. On voit que la distribution est tout à fait comparable. Donc là encore, cela illustre bien le fait que certes les études existent, certes les recommandations existent, mais on a encore une grande marge de manœuvre pour qu'elles soient appliquées et pour que ces produits qui ont fait la preuve d'un bénéfice cardiovasculaire soient utilisés à bon escient et dans une large population quand on voit le pourcentage de patients avec une pathologie cardiovasculaire avérée dans cette étude. En conclusion, l'étude Capture, c'est une étude transversale, observationnelle, originale, parce qu'elle permet d'évaluer aujourd'hui la prévalence de la maladie cardiovasculaire dans le diabète de type 2 chez près de 10 000 patients, dans 13 pays, en utilisant cette méthodologie standard. Et donc, on retrouve plus d'un tiers de nos patients diabétiques de type 2 avec une maladie cardiovasculaire avérée. Les résultats sont à peu près similaires chez les spécialistes comme chez les généralistes. Et on voit aussi que 22%, donc moins d'un quart des patients avec une maladie cardiovasculaire avérée sont traités par des antidiabétiques qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. On a encore du travail donc, pour implémenter les recommandations et les guidelines et améliorer le pronostic de nos patients diabétiques de type 2, notamment avec ces produits. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrice. Alors, le temps nous est compté. On a énormément de questions venant du chat. Alors, j'ai une question rapide, Patrice, à laquelle tu t'attends, bien sûr, de la part d'un cardiologue morphologiste. Quelle a été la définition des atteintes artérielles, de la maladie coronaire, de l'atteinte cérébrovasculaire pour pouvoir être considéré comme étant donc un antécédent, pour qu'on puisse cocher la case de la prévalence? Comment est-ce que ça a été documenté? Tout ça a été laissé à la discrétion des investigateurs qui avaient cette espèce de catalogue d'items que j'ai montré brièvement, qui était plus détaillé dans les cahiers investigateurs. Mais on n'avait pas de... C'est une des limites de l'étude, évidemment. C'est de l'étude de vraie vie. Et donc, on n'avait pas de critères, évidemment, stricts, comme dans une étude randomisée pour renseigner les items. Donc, c'est une des limites. Parce que la prévalence de l'insuffisance cardiaque est vraiment singulièrement faible. C'est un peu là-dessus que ça m'a fait un peu tiquer personnellement. Donc j'imagine que ce sont des insuffisances cardiaques congestives documentées et non pas des diagnostics antérieurs, j'imagine. Oui, ça c'est vraiment le point aussi qui nous a intrigués, bien sûr. Alors, il y a une analyse de sensibilité qui a été faite en excluant la Chine, où les taux étaient extrêmement bas, curieusement. Alors, ce n'est pas encore publié, donc mais enfin, on peut dire que quand on exclut la Chine, on est à 6,5% d'insuffisance cardiaque, ce qui est un peu plus conforme à ce qu'on attendait, mais ça reste un peu plus faible. Après, voilà, ce sont des patients de consultation qui viennent voir leur généraliste ou leur endocrinologue. Est-ce que ce n'est pas un biais? Est-ce qu'il faut tenir compte aussi des différents systèmes de santé, des parcours de soins qui ne sont peut-être pas les mêmes partout? Donc, il y a encore il faut qu'on affine, mais ce chiffre, même en excluant la Chine, nous paraît très bas par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature. Après, le gros tiers, là, par contre, c'est concordant, oui, pour la maladie cardiovasculaire plus globalement. Pour aller dans le même sens de la question qui a été posée, est-ce qu'on a des données sur l'intérêt de doser le BNP chez les patients diabétiques, on va dire peut-être avec un certain facteur de risque, hypertendu ou quoi que ce soit, de manière un peu plus systématique pour détecter, au-delà, soit par l'imagerie, mais surtout par BNP, parce que je pense que c'est peut-être en termes d'accès pour les diabétologues plus simple. Est-ce que vous avez des données là-dessus ? Alors là, pas du tout, puisqu'encore une fois, c'est du soin courant, il n'y a pas de dosage qui était demandé, ce n'était pas prévu au protocole.
Voilà, donc maintenant on peut parler au-delà de cette étude-là, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir considérer, mais ça c'est les cardiologues qui nous le diront plus à nous que l'inverse, mais en tout cas pas dans ce travail-là, non. Merci beaucoup à vous trois. Nous allons devoir conclure ce très beau symposium. Merci Denis, merci Paul, merci à toi Patrice, merci à Victor. Je pense qu'on a tiré quand même quelques conclusions. D'abord sur le fait que l'on crée maintenant vraiment un couple décidément de proximité, pour ne pas dire indispensable avec les diabétologues. On a besoin vraiment de cette collection d'informations que l'on partage au quotidien. C'est vraiment une art team ou une diabétique team, comme vous voulez, ou les deux. Ensuite, on a compris que cette émergence de ces nouvelles classes de médicaments, maintenant partagées avec les cardiologues, oblige les cardiologues à acquérir une compétence dans le domaine de la diabétologie sans devenir diabétologue. Et donc, on a vraiment besoin de vous au quotidien. Et on va y réfléchir également pour des textes communs que l'on pourrait partager avec les diabétologues et les cardiologues. Et donc, je voulais à nouveau vous remercier parce que cette ouverture d'esprit que vous nous permettez nous permet d'aller bien au-delà de nos réflexions actuelles. Merci à Novo Nordisk encore de nous avoir permis de faire en sorte de partager toutes ces informations. À tout de suite, toujours sur les différentes chaînes des IGESFC. À tout de suite.